Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes sans doute le vendredi 27 peut-être janvier 2023. Voilà. Et je continue mes petites mes petits délires à partir de cet ouvrage écrit par Pierre Hadot, grand dispensateur de culture, voilà, pour l'humanité. Qu'est-ce que la philosophie antique? Et qu'il en soit remercié. Remercié, voilà. Alors, c'est donc ces petites vidéos sont surtout destinées à essayer de démontrer par la logique et à préciser la théorie que je développe depuis 23 ans maintenant sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de, de démontrer finalement que d'abord qu'il est plus judicieux de penser, qu'il est plus logique de penser qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'humanité, et ensuite, justement, parce que l'humanité, selon moi, évolue progressivement vers son ultime perfection, qui est l'accession à l'extase. Et l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, cet état supérieur de la conscience, on pourrait dire, ou cet état modifié de conscience, nous met au contact justement de cette création, au contact absolu avec cette création, et donc démontre, quand on fait cette expérience-là, que cette création correspond à ce que les grandes religions ont eu comme intuition du divin. Voilà ce que je veux dire à travers ça. Alors, j'ai fait quelques vidéos à partir de livres sacrés. J'ai pas fini, mais je l'ai vu à travers un petit peu l'islam, le soufisme, à travers l'hindouisme, etc. Il faudra que je continue, mais on peut aussi retrouver cette réflexion sur l'extase, sur l'évolution vers la sagesse, vers un état un peu supérieur comme ça, le souverain bien, peu importe comment on l'appelle, l'ataraxie, etc. On peut le retrouver aussi donc à travers la philosophie, et les premiers grands philosophes justement à ce moment-là sont complètement bienvenus pour préciser cette théorie. C'est ce que je fais en lisant dans la partie que Pierre Hadot consacre aux exercices spirituels. Voilà. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Je continue et je lis, je découvre en même temps. C'est mon kiff. Comme ça me permet en même temps de ne pas m'ennuyer. Puis j'ai horreur de relire plusieurs fois les mêmes choses. Voilà. Alors, exercice du corps et exercice de l'âme. Bien que beaucoup de textes y fassent allusion, il n'existe aucun traité systématique codifiant d'une manière exhaustive une théorie et une technique de l'exercice ascésis philosophique. On peut supposer que ces pratiques faisaient avant tout partie d'un enseignement oral et qu'elles étaient liées à l'usage de la direction spirituelle. C'est vrai, bien sûr, que c'était plus ou moins oral, bien sûr. Ça a été écrit. C'était souvent écrit sous forme poétique aussi. Je pense que ce qu'ont écrit les Démocrites, les Parménides, les pythagoriciens, etc.,
parle de ces exercices-là, parle de ces états d'extase, mais de façon un peu poétique, dissimulée, etc. On peut supposer que ces pratiques faisaient avant tout partie, etc., etc. On remarquera seulement qu'il a existé des traités sur l'exercice qui sont maintenant perdus. Et là, on peut avoir à chaque fois un pincement au cœur, rien qu'en pensant que la bibliothèque d'Alexandrie ou que le nombre de manuscrits, de livres qui ont disparu et qu'on ne connaît pas, c'est peut-être ce qui me rend un peu le plus triste les, dans les destructions qu'engendrent les guerres, les destructions de villes, etc., etc. Mais quand on voit ce qui a été perdu pour la connaissance humaine, c'est triste, vraiment triste. Bon, tout est triste en fait, hein, il n'y a pas de... Mais alors pourquoi je vais dire que je suis... Eh bien oui, voilà, c'est injuste d'ailleurs, parce qu'on est vraiment attaché à nos propres affections, à ce qu'on affectionne le mieux, le plus, et donc on est injuste parce qu'on ne se soucie pas des autres, celui qui perd sa maison, celui qui voit des choses qu'il a construites démolies, ben, il est plus, largement plus triste que de penser que des ouvrages ont été perdus pour l'humanité. Voilà, bon, bref, c'est juste une remise en ordre d'une phrase un peu dite à la légère. On remarquera seulement donc qu'il a existé, etc. Nous ne possédons sous ce titre qu'un petit traité du stoïcien Musonius Rufus, après avoir affirmé que ceux qui entreprennent de philosopher ont besoin de s'exercer. Il distingue des exercices propres à l'âme et des exercices communs à l'âme et au corps. Les premiers consisteront, d'une part, à avoir toujours à sa disposition, donc à méditer, les démonstrations qui établissent les dogmes fondamentaux qui régissent l'action, également à se représenter les choses dans une autre perspective, d'autre part, à ne vouloir et rechercher que les vrais biens entendons. Par là, la pureté de l'intention morale. Et évidemment, quand dans la philosophie, on se doit d'être le plus proche de ses intentions, de sa pensée, de ne pas tricher avec soi-même. C'est pas c'est pas du business, c'est autre chose. On n'a rien à vendre en philosophie, en principe. Donc, nous pratiquerons les exercices communs à l'âme et au corps si nous nous accoutumons au froid, au chaud, à la soif, à la faim, à la frugalité de la nourriture, à la dureté de la douche, à l'abstinence des choses agréables, au support des choses pénibles. Et bien ça, par contre, il faudrait que je m'y mette parce que je mange trop. Voilà, je le sens. J'encombre mes organes de choses inutiles. C'est clair que je vais travailler un petit peu sur cette chose-là pour que mon esprit soit plus dégagé, qu'il ait moins de travail à gérer toute cette nourriture. Le corps deviendra ainsi impassible à la douleur et disposé à l'action. Mais l'âme elle-même, grâce à ces exercices, se fortifiera en devenant courageuse et tempérante. Ça, c'est intéressant. Ces remarques de Musonius sont précieuses parce qu'elles nous laissent entrevoir que la représentation d'un exercice philosophique s'enracine dans l'idéal de l'athlétisme, et de la pratique habituelle de la culture physique dans les gymnases,
De même que par des exercices corporels répétés, l'athlète donne à son corps une force et une forme nouvelles, de même, par les exercices philosophiques, le philosophe développe sa force d'âme et se transforme lui-même. L'analogie pourrait paraître d'autant plus évidente que c'était précisément dans le gymnasium, c'est-à-dire dans le lieu où se pratiquaient les exercices physiques, que se donnaient souvent les leçons de philosophie. Ça, c'est intéressant. Exercice du corps et exercice de l'âme concourent à façonner l'homme véritable, libre, fort et indépendant. Nous avons donné de nombreux exemples de ces pratiques à propos des différentes écoles. Il nous faut maintenant montrer la parenté profonde que l'on peut déceler entre ces exercices et reconnaître qu'ils se ramènent finalement à deux mouvements de prise de conscience de soi, opposés et complémentaires, l'un de concentration, l'autre de dilatation du moi. Ce qui unifie ces pratiques, c'est la visée d'un même idéal, la figure du sage que malgré d'apparentes différences, les diverses écoles se représentent avec beaucoup de traits communs. Le rapport à soi et à la concentration du moi, l'ascèse. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Et pour une fois, elle sera courte. C'est une sacrée belle nouvelle quand même. Voilà, un peu de couleur là. Et, eh bien oui, à travers la sagesse, en fait, l'humanité, selon moi, évolue vers la sagesse. On sort peut-être l'humanité dans son ensemble, c'est un corps qui avance vers son ultime perfection. Et nous irons tous ensemble. Il n'y aura pas de... C'est vraiment quelque chose d'universel. On ne pourra pas se permettre déjà, même au niveau vital, il ne peut pas y avoir un monde sage, un monde qui a atteint un état d'extase, par exemple, et puis un monde qui est dans le dénuement autour. Voilà, c'est ce type de société qu'on voit dans certains films, voilà, avec, par exemple, c'est la nourriture verte, je me souviens plus comment il s'appelle ce film. Bref, voilà, avec un monde qui est opprimé, puis tous ces livres un peu euh, qui, qui nous montrent vers quoi l'humanité peut dériver si on laisse dominer les dominants, si on laisse un système aristocratique s'imposer. C'est pourquoi la démocratie est une œuvre d'art, parce que c'est le peuple qui est souverain. Et ça n'est pas ce ne sont pas les dominants. Et le peuple, par essence, n'est pas violent, c'est parce qu'on l'entraîne vers la guerre, vers la violence, etc., vers le racisme, vers la haine de l'autre. Mais globalement, le peuple en lui-même, il est déjà beaucoup plus évolué au niveau de la fraternité. Il est déjà apte à l'unité, à l'unification, voilà, à ne pas... il est moins compétitif, il est moins velléitaire, etc., etc. Et c'est pas pour rien que l'humanité évolue vers la démocratie, donc la souveraineté du peuple. Alors, donc, il est temps de bien travailler notre unification. Voilà aussi une des parties dont s'occupe la mécanique universelle. C'est travailler à l'unité humaine. Voilà, je vous remercie de cette écoute. À bientôt.